Mon père m'a écarté pour protéger ma sœur. Demain, il comprendra qu'il a renvoyé la seule femme qui pouvait sauver son entreprise. Sur l'écran de l'ordinateur s'affiche un tableau avec le nouveau contrat pour Archipro. Harry Lindstrom est le genre de personne qui sait ce qu'il veut et n'aime pas attendre. Le directeur du réseau de complexes immobiliers, âgé de 52 ans, a commencé à me parler il y a 4 ans, alors que je n'étais qu'une simple cadre intermédiaire. À l'époque, mon père ne voulait pas travailler avec lui. C'est un trop gros poisson, disait-il, mais j'ai insisté. J'ai commencé par une petite commande, puis une deuxième. En 4 ans, le contrat est passé à 5 millions de dollars par an. C'est un tiers du chiffre d'affaires total de Keystone. Un tiers. Et mon père ne sait toujours pas ce que cela représente pour son entreprise. À l'approche de Noël, le bureau bourdonne d'activités. Les gens transparent des dossiers, appellent les clients, certains n'ont pas atteint leurs objectifs de commission pour novembre. J'écoute ce brouhaha depuis mon bureau au deuxième étage et je réfléchis. Je m'appelle Sarah Ramis et j'ai 31 ans. Je suis née en Pennsylvanie. Mon père Vic est arrivé ici avec sa femme Francisca depuis la Colombie en 1995. Il a commencé comme menuisier, puis il s'est rendu compte que les constructeurs avaient besoin de matériaux. Il a ouvert un petit entrepôt. C'était son premier risque. J'ai grandi avec ce risque, avec l'incertitude de mes parents. Francisca avait toujours peur. Je m'en souviens. Vic, c'est trop compliqué, répétait-elle. Mais mon père n'écoutait pas. Vic n'écoutait jamais les sentiments. Il n'écoutait que les chiffres. Je suis arrivée dans l'entreprise à 20 ans, après l'université. Je connaissais le marketing, je réalisais des projets dans le domaine de la logistique. Mon père m'a dit, tu peux commencer comme responsable du service clientèle. C'était un poste à 25 000 dollars par an. Je me suis lancée. Je fais toujours ce qu'on me dit car je comprends que c'est un test. Tout dans la famille Rami, c'est un test. J'ai une petite sœur, Jessica. Elle a 29 ans. Jessica n'a jamais rien pris au sérieux. Elle a fait des études supérieures, mais a abandonné au bout d'un an. Elle a travaillé dans un café, puis dans une banque, puis elle s'est restée à la maison pendant des mois. Mère Françoise s'occupait d'elle comme d'une reine. Jessica est si sensible, disait ma mère. Jessica a besoin de temps pour comprendre la vie. Et moi, j'insistais sur les chiffres, les résultats, la manière de construire quelque chose de durable. Mon père me regardait avec un air qui disait tu en fais trop. Et c'était étrange. Jessica est revenue chez Keystone il y a 1 an et demi. Son père lui a donné le poste de coordinatrice des achats. C'est un travail qui consiste à vérifier les factures, signer les commandes, suivre les livraisons. Un travail simple. Je le sais car j'ai commencé par là. Seulement, elle ne le fait pas bien. Ou plutôt, elle le fait comme elle veut. Harry appelle à 19h05. Sarah, tu es là? Sa voix semble détendue. Il parle comme quelqu'un qui vient de terminer sa journée de travail et qui en est ravi. Bonjour, Harry. Je suis là. J'ai examiné vos documents. Je regarde le tableau à l'écran. Les chiffres sont éparpillés. Il veut un nouveau contrat. Il en a parlé il y a 1 mois, mais il est maintenant prêt à entrer dans les détails. J'ai une nouvelle, dit-il. Tu peux parler? Oh, ce n'est pas le meilleur moment, réponds-je sincèrement. J'aurai fini dans 5 minutes et je te les enverrai. Tu préfères une visioconférence? Je transfère toujours les conversations difficiles en visioconférence. Cela me donne le temps de réfléchir, de montrer mon visage et de convaincre. D'accord, dit Harry. Je sais que tu es toujours très organisé. C'est ce que j'aime chez toi. Ce compliment est étrange. Harry ne fait pas de compliments à la légère. Je ne fais pas confiance aux compliments de ceux qui ont besoin de moi. Il semble y avoir quelque chose de plus. Merci Harry, donne-moi 5 minutes. J'éteins mon ordinateur, je ferme mes dossiers. Mon bureau est petit, mais c'est le mien. La fenêtre donne sur le parking d'où je peux voir les gens arriver et partir. C'est rassurant, en regardant ceux qui savent où ils vont, je me sens plus confiante. Je prends le dossier que j'ai préparé toute la journée et me dirige vers la porte. C'est à ce moment-là que le téléphone du bureau sonne. C'est le numéro de mon père. Il est 19h moins 5. Mon père m'appelle rarement à cette heure-là. Il arrive tôt et part à midi. Pour tout le reste, il passe par son assistante ou m'envoie un email. Allô? Je décroche. Sarah, viens dans mon bureau. Tout de suite. La voix de mon père est dure comme la pierre, froide et grave. Je connais ce ton. Ce n'est pas celui qu'il utilise pour dire des choses agréables. J'ai vu son visage avec des clients qui l'ont énervé. C'est le ton de quelqu'un qui sait quelque chose de mauvais. D'accord, dis-je. J'arrive. Je raccroche. Le dossier dans les mains. Je pense à m'excuser auprès de Harry, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'ils diront en bas, ils vont peut-être me retenir pendant des heures pour discuter de quelque chose. En descendant, je regarde les gens dans le bureau. Ils travaillent. Ils téléphonent. Kyle Martin, analyste de 27 ans, est assis au troisième étage, il travaille sur des comptes. Il a l'air satisfait, détendu. Jessica l'a invité, dit-on. Elle dit souvent, Kyle est un type tellement sympa. Juste un analyste qui travaille plus ou moins bien. Le couloir du troisième étage est froid. Mon père n'aime pas dépenser pour le chauffage. Les gens travaillent mieux quand il fait un peu froid, dit-il toujours. C'est une règle étrange, mais c'est une règle. Je frappe à la porte du bureau de mon père.
Une grande porte avec les lettres dorées B. Ramis. Il a acheté ce bureau il y a 25 ans, quand il a fondé son entreprise. En chêne massif comme mon père lui-même. Lourd, immuable. Entrez, j'entends. J'entre. Mon père est assis à son bureau. À côté de lui, Jessica. Elle pleure. Pas de cris, pas d'hystérie, juste des larmes qui tombent comme des gouttes de pluie. Francisca est assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle me regarde d'un air particulier, comme si elle savait quelque chose que j'ignore et qu'elle ne me dira pas. Il y a des papiers sur la table. Je connais ces papiers, je les ai triés tous les jours pendant un an, mais je n'ai jamais vu cela. Assieds-toi, dit mon père. Ce n'est pas une question. C'est un ordre. Je m'assois, je tiens le dossier sur ma poitrine. L'audit a révélé des irrégularités dans les achats, dit mon père froidement. Des irrégularités dans tes documents. J'écoute, j'ai l'impression d'entendre un mensonge, mais je ne comprends pas où. Les mots sont comme une langue étrangère, je comprends les mots, mais leur sens m'échappe. Sur les miens, je regarde les papiers. Papa, ce ne sont pas mes papiers. Près de 500 000 dollars, poursuit-il sans tenir compte de ma remarque. De faux chèques, de fausses signatures. Des papiers pour des achats auprès de fournisseurs qui n'existent pas. Je me lève. Papa, c'est une erreur. Je tends la main, il les prend et les serre contre lui. Jessica a tout expliqué, dit-il. J'ai entendu vos conversations, je vous ai vu préparer tout ça avec Kyle. Je regarde Jessica. Elle est assise, blottie contre son père et pleure doucement. Comme une enfant qui croit en sa protection. Jessica, qu'est-ce que tu dis? Ma voix est étrangère. Je ne la reconnais pas. Elle ne me regarde pas. Elle pleure, Francisca pose sa main sur son épaule. Ton travail consiste à contrôler les achats, poursuit mon père. L'argent a disparu, c'est ta responsabilité. Tu peux présenter des faits, mais l'audit a tout révélé. Ce sont tes signatures. Papa, écoute, dis-je plus lentement, plus clairement. Je n'ai pas fait ça. C'est impossible. Vérifie mes comptes, mes registres. Je note tout. Mon père me regarde, le regard méfiant. C'est nouveau. Il a décidé que je volais dans son entreprise. La décision a été prise avant même mon arrivée. Tu es suspendu jusqu'à la fin de l'enquête, dit-il. Rentre à la maison. Calme-toi, on en reparlera ensuite. Sa voix résonne comme une porte qui claque. Papa, donne-moi un jour, je trouverai moi-même le coupable. La conversation est terminée, dit-il en retournant à ses papiers. Il lui fait signe de partir. Francisca se lève. Allons-y, Jessica, papa a besoin de calme. Ils partent. Jessica passe devant moi et murmure quelque chose. Désolée, sans doute. Silence, comme dans un rêve. Je reste avec mon père. Silence. Il travaille comme si je n'étais pas là. Comme si je n'étais pas sa fille, celle qui a bâti l'entreprise pendant 12 ans, juste coupable. Tu peux y aller, dit-il sans me regarder. Je me lève. Mes jambes tremblent, comme mes mains. Je me dirige vers la porte. Je sors. Le couloir est froid. Les gens entendent. Kyle me regarde d'un air interrogateur. Maman a dit Jessica, au parking. L'ordinateur dans mon sac. Le dossier avec le contrat Archipro dans les mains. Harry attend. J'appelle depuis la voiture. Harry, je ne peux pas parler du contrat aujourd'hui. Tout va bien, Sarah. Tu as l'air. Il cherche ses mots. Il s'est passé quelque chose, dis-je. Je lui raconte tout. Il écoute en silence. Sarah, tu es une employée précieuse. As-tu besoin d'une entreprise qui ne te comprend pas? Je ne réponds pas. Je reste assise dans la voiture, là où je me gare depuis 5 ans. Si tu veux parler, je t'écoute. Je raccroche. Le dossier est sur le siège. Les 5 millions que j'ai créés. Mon père pense que j'ai volé 500 000 dollars. Ma mère n'appelle pas. Jessica non plus. Harry m'a demandé si tout allait bien. Ce moment change tout. Quand quelqu'un s'intéresse vraiment à vous, je n'oublierai pas. Ni le regard de mon père. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée assise dans la cuisine avec mon ordinateur portable à regarder les chèques que mon père avait jetés sur la table. Le café dans ma tasse avait refroidi depuis longtemps, mais je continuais à fixer les chiffres. À 3 heures du matin, j'ai remarqué une anomalie. L'écriture ressemblait à la mienne, les signatures étaient presque identiques, mais les dates. Les dates ne correspondaient pas à mon emploi du temps. Le 25 octobre, j'étais à Allentown pour une réunion avec les sous-traitants de Harry, j'avais même conservé la facture de l'hôtel dans mes emails. Le 11 novembre, je rentrais d'une conférence à Pittsburgh. Ma carte d'embarquement était encore dans mon téléphone. J'ai méthodiquement imprimé mon calendrier, fait des captures d'écran de ma géolocalisation, extrait mes rapports logistiques. Les mathématiques ne mentent pas. Quelqu'un a utilisé mon modèle de signature, quelqu'un a eu accès au système d'achat. Et puis je me suis souvenu. Il y a 2 mois, Jessica est venue me voir avec une demande. Serette, mon ordinateur bug, prête-moi ton identifiant pour que je puisse consulter des modèles de documents. Je le lui ai donné. Mon Dieu, quelle idiote je suis. La colère s'est mêlée à la douleur lorsque j'ai rangé les papiers dans le dossier. Mon père l'a cru sans aucun doute. J'ai 31 ans, je travaille dans cette entreprise depuis 12 ans. Je connais chaque client par son nom, je me souviens des dates d'anniversaire de leurs enfants, je passe des nuits blanches quand il faut sauver une livraison. Et Jessica a 29 ans, elle est dans l'entreprise depuis 1 an et demi et elle est déjà victime des circonstances.
Le visage de mon père était devant mes yeux, froid, fermé comme un coffre-fort. Jessica a tout expliqué. Elle a tout expliqué, bien sûr. Ma mère m'a toujours dit: Sarah, tu es l'aînée, sois plus intelligente. Plus intelligente que qui? Je me sentais comme une poutre qui soutient tout le toit, tandis que tous les autres s'abritent en dessous pour se protéger de la pluie. Le matin était gris et pluvieux. J'ai enfilé un tailleur professionnel, un blazer gris et un chemisier blanc que je portais pour les négociations importantes. Pas pour être belle, mais pour avoir l'air d'une professionnelle avec des preuves et non d'une fille vexée. Le dossier contenant les impressions, les captures d'écran et les photos des documents était posé sur le siège passager pendant que je me rendais au bureau. Le parking était presque vide, les lève-tôt n'étaient pas encore arrivés. Je connaissais mon plan, d'abord aller voir la mère de Francisco, mon premier obstacle, mon espoir de compréhension. Son bureau se trouve au rez-de-chaussée où elle s'occupe de la comptabilité et prépare le café pour toute l'équipe. Elle a toujours été une pacificatrice discrète, avec un léger accent colombien qui n'a pas disparu au fil des ans. Ne te dispute pas avec papa, Sarah, me répétait-elle quand j'étais enfant, chaque fois que je me disputais avec mon père pour des broutilles. J'ai frappé à la porte. Entre, ma fille. Francisca était assise à sa table, ses lunettes sur le nez, devant une pile de papiers. En voyant mon dossier, elle a plissé les yeux. Sarah, sitôt, que s'est-il passé? J'ai étalé les papiers devant elle sur la table. Maman, regarde, tout ça a été falsifié. Quelqu'un a utilisé mes modèles. Les dates ne correspondent pas à mon emploi du temps. Je n'étais pas au bureau ces jours-là. Jessica m'a demandé mon mot de passe, tu te souviens? Ma mère a pris l'une des feuilles et l'a lue lentement, la tête penchée. Ses doigts tremblaient légèrement. Était-ce dû à l'âge ou à la peur? Oh, Sarah, tu es sûre? Jessica a pleuré toute la nuit hier. Elle dit que tu l'accuses par jalousie. Elle est tellement nerveuse depuis son divorce avec Brian. Ne la dérange pas pour l'instant, s'il te plaît. Parle à papa, il réglera tout. De la jalousie? J'ai eu du mal à retenir un rire amer aussi froid que le café de la nuit. Maman, c'est 500 000 $. Ce n'est pas de la jalousie. Vérifie, s'il te plaît. Elle repoussa les papiers. Papa a déjà parlé aux auditeurs. Va le voir, Sarah. N'empire pas les choses. Ma mère se leva et m'embrassa. Elle sentait la lavande et le savon doux. Mais ses bras étaient froids, mécaniques. Elle avait déjà fait son choix en faveur de Jessica. Comme toujours, la petite princesse n'était jamais responsable. Je montai les escaliers jusqu'au troisième étage. Mes jambes étaient lourdes, mais mon dos était droit. La porte du bureau de mon père était ouverte. Il était au téléphone. Oui, oui, on va s'en occuper. Les clients peuvent attendre. J'ai attendu à la porte, puis je suis entrée quand il a raccroché. Mon père m'a vue et a froncé les sourcils. Sarah, je t'avais dit de rester à la maison. J'ai posé le dossier sur son bureau. Papa, voici les preuves. Les dates ne correspondent pas à mon emploi du temps, les signatures ont été copiées à partir d'un modèle. C'est Jessica qui a fait ça, elle y avait accès. Un simple coup de fil aux auditeurs suffira pour tout éclaircir. Il a pris les papiers et les a feuilletés lentement. Ses yeux se sont plissés, le mathématicien qu'il était autrefois s'est réveillé en lui. J'attendais, le cœur battant. Les dates? Hmm. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait commencer à poser des questions, à vérifier. Mais la porte a grincé. Jessica a fait irruption dans le bureau, les cheveux en bataille, les yeux rouges et gonflés, vêtue d'un jean et d'un vieux t-shirt. Papa! Sarah me déteste. Elle me harcèle depuis des années, elle dit que je ne vaux rien, que je ne sais pas travailler avec les chiffres. Hier, elle m'a crié dessus dans le couloir. C'est un mensonge. Un mensonge pur et simple. Je ne lui ai pas crié dessus. Nous ne nous sommes même pas parlé hier. Mais la voix de Jessica tremblait, des larmes coulaient sur ses joues. Elle s'est agenouillée près du fauteuil de son père et lui a saisi la main. Mon père a posé sa main sur sa tête, comme il le faisait quand elle était petite. Calme-toi, ma fille. Je me tenais là, silencieuse. Papa, ce n'est pas vrai. Il a levé les yeux vers moi, froid, impénétrable. Sarah, tu es une personne forte. Apprends à prendre du recul et à ne pas tout mettre sur le dos de Jessica. Elle est plus jeune, elle a besoin d'une chance. Tu es mon bras droit, tu t'en es toujours sorti. Va te calmer. Reviens quand tu seras apaisé, on discutera. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai compris, il avait choisi sa fille cadette, ses larmes avaient pris le dessus sur mes arguments. 12 ans de travail et je suis un outil, pas une fille. Je n'ai pas crié, j'ai juste dit doucement, d'accord, et je suis sortie. Dans le couloir, le téléphone a sonné. C'était Harry. Sarah, j'ai entendu des rumeurs à propos de Keystone. Si besoin, viens nous voir chez Linde Pro. Tu seras directrice des achats, tes clients t'attendent. Ne te perds pas dans tout ça. Je suis retournée dans le bureau de mon père. Il était assis, feuilletant mes arguments que Jessica avait déjà mis de côté. Je lui ai dit clairement, je pars. Pour toujours. Mon père a ri, brièvement, avec ironie. Sans moi, tu n'es personne, Sarah. Tu partiras, tu pleureras, puis tu reviendras. Où iras-tu? Je me suis retournée et je suis partie. Le cœur serré comme pris dans un étau, mais le dos droit. La porte du bureau s'est refermée derrière moi pour la dernière fois. Je me suis assise dans la voiture, les mains tremblantes sur le volant. Le téléphone a sonné à nouveau, un numéro inconnu. Allô, Sarah Ramis? C'est Tom d'Allentown, l'entrepreneur. J'ai retenu mon souffle. Premier client, première décision.
C'était parti. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la porte du bureau de Keystone s'était refermée derrière moi pour la dernière fois, laissant un vide dans ma poitrine, comme si on m'avait arraché un morceau de cœur. 3 jours qui m'avaient semblé une éternité, remplis de silence dans mon appartement à la périphérie d'Allentown, 2 étages d'au-dessus d'une petite pharmacie avec une enseigne au néon qui clignote la nuit d'une lumière bleue. Un loyer de 800 $ par mois que je payais avec mon premier salaire de manager après ma séparation avec Marc il y a 4 ans. Ce garçon fiable, qui rêvait d'une maison et d'enfants, avait disparu dès que les premières fissures y sont apparues. Mon emploi du temps chargé à l'entreprise, ses ambitions, je faisais maintenant mes cartons, les gros manuels de logistique et de chaîne d'approvisionnement que je lisais la nuit, les dossiers de contrat que je gardais chez moi au cas où, comme un gage de stabilité. La tasse avec l'inscription Meilleure acheteuse 2023, un cadeau de l'équipe lors d'une fête d'entreprise il y a 2 ans, lorsque nous avons célébré un chiffre d'affaires record. La décision de vivre sans Keystone a mûri dans la voiture le jour même où Tom d'Allentown m'a demandé au téléphone: Sarah, sommes-nous avec vous ou restons-nous là-bas? Nous avons entendu des rumeurs de scandale. J'ai répondu fermement: avec moi. Je vous envoie les nouvelles coordonnées. Et la roue s'est mise à tourner irrésistiblement comme un camion de béton dévalant une pente. Mes mains tremblaient lorsque j'ai déchiré le ruban adhésif et scellé les cartons, pile après pile, non pas par peur de l'inconnu, je connaissais le marché, j'avais des contacts, mais par colère contre moi-même, aussi vive qu'une lame. Pendant 12 ans, j'ai investi mon âme, mes nerfs, mes nuits blanches et mes rapports dans l'entreprise de mon père. Je connaissais chaque client non seulement par son nom, mais aussi par ses habitudes. Tom d'Allentown boit son café avec 2 cuillères de sucre lors des réunions. Il est toujours en retard à cause des embouteillages sur la route 22. Harry Lindstrom apporte des beignets pour toute l'équipe, même s'il est en retard de 5 minutes parce qu'il vérifie personnellement les stocks. Le sous-traitant de Reading plaisante sur la météo avant de passer aux chiffres. Et maintenant, je fais mes valises, comme une traîtresse qui brûle ses vaisseaux en versant de l'essence dessus. Le téléphone a sonné à midi pile. C'était le numéro de Harry Lindstrom avec l'indicatif de Pennsylvanie. Sarah Ramis, bienvenue dans l'équipe LinPro, officiellement. Début lundi, 9 h du matin, parking près de l'entrée principale. Votre poste de directrice des achats est déjà prêt. Bureau au 3e étage avec vue sur l'entrepôt, équipe de 8 personnes en attente du briefing. Vos clients appellent sans arrêt, ils vous demandent vous précisément. Sa voix était calme comme un rocher dans la tempête, sans sentimentalisme ni promesses inutiles. Harry parlait toujours en chiffres. Il savait que les mots n'étaient pas nécessaires. Les résultats parleraient d'eux-mêmes. Merci, Harry. À lundi, j'apporterai du café, répondis-je en raccrochant. Je regardais les cartons, la pile de papier sur la table de la cuisine, où le café avait déjà refroidi. Le premier pas était fait officiellement, mais quelque chose de lourd me serrait la poitrine. Avais-je tout détruit pour toujours en brûlant la seule chose qui m'avait soutenu pendant des années? Les messages commencèrent à affluer les uns après les autres, comme la neige avant Noël qui recouvrait la Pennsylvanie d'un manteau blanc. D'abord, Tom, Sarah, tu as entendu parler du scandale chez Keystone. Les faux documents, ton licenciement, les rumeurs circulent dans tout le réseau des sous-traitants. Nous transférons toutes les commandes chez toi à l'INPRO. Une grue de 30 tonnes pour le nouveau complexe, des générateurs Caterpillar pour le chantier d'Elysville, des mélanges de béton de notre fournisseur, tout comme convenu il y a 2 mois lors de notre café dans ton bureau. Nous attendons tes nouvelles coordonnées et spécifications. J'ai immédiatement transmis son numéro à Harry en ajoutant une note: premier gros client, chiffre d'affaires de 800 000. Puis 2 entrepreneurs locaux de Pennsylvanie, l'un d'Elysville qui construit des complexes résidentiels pour retraités, l'autre de Reading, spécialiste des entrepôts industriels. Sarah, sans toi, Keystone n'est rien. Nos livraisons ont été retardées à cause de leur retard de paiement, alors que les tiennes sont toujours ponctuelles. Nous attendons tes nouveaux contacts, nous reportons 3 contrats au trimestre. En une soirée, j'ai transféré 4 gros contrats après avoir fait le calcul dans ma tête. Moins 10% de chiffre d'affaires pour l'entreprise de mon père au minimum. J'imaginais son bureau au 3e étage. Vic Ramis s'assoit à une table en chêne vieille de 25 ans, ouvre un tableau Excel, voit les colonnes qui tombent, les chiffres qui s'affichent en rouge à l'écran, comme des signaux d'alarme. Mathématicien dans l'âme, celui qui a commencé avec un petit entrepôt de matériaux de menuiserie en 1995, un immigrant colombien rêvant de la stabilité américaine devait le voir. Mes clients me suivaient, pas l'enseigne Keystone que j'avais construite au fil des ans. Vic a appelé le soir à 20h25 alors que je me servais une deuxième tasse de thé. J'ai immédiatement reconnu le numéro, c'était le même que celui qui m'avait donné l'ordre: rentre chez toi, calme-toi, 3 jours auparavant. L'écran clignotait, j'ai hésité 3 secondes en regardant la photo de mon père sur le fond d'écran, prise lors d'une fête d'entreprise il y a 5 ans, souriant, serrant la main d'un client. Saré revient immédiatement. Les clients se plaignent les uns après les autres, les commandes sont annulées, les entrepôts sont vides. Tu es mon bras droit, sans toi c'est le chaos total ici. Les auditeurs n'ont pas encore terminé leur vérification, mais... Reviens, ma fille, nous allons tout régler. Sa voix tremblait, non pas de remords, que j'aurais immédiatement reconnu, mais de pure panique que je ne lui avais jamais entendue en 12 ans de collaboration. Je suis restée silencieuse, me rappelant son rire dans son bureau 3 jours auparavant. Sans moi, tu n'es personne, Sarah.
Tu partiras, tu pleureras, puis tu reviendras, où pourrais-tu aller? Je me souvenais comment il caressait les cheveux ébouriffés de Jessica, préférant ses larmes à mes impressions, mes captures d'écran de géolocalisation et mes calendriers. Papa, c'est trop tard, dis-je enfin doucement mais fermement. Je ne suis plus chez Keystone. Mes clients me suivent parce qu'ils me font confiance, pas parce qu'ils font confiance au nom. Il expira entre ses dents et sa voix monta d'un ton. Ne sois pas idiote, ma fille. Où trouveras-tu un tel endroit? Un salaire de 150 000, une assurance maladie, un fonds de pension. Où vas-tu recommencer à zéro maintenant? J'ai appuyé sur raccrocher sans l'écouter. Mes mains étaient moites, le téléphone est tombé sur une boîte de livres. La première prise de conscience fut brutale. Il n'appelait pas pour sa fille, mais pour l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien en 30 ans en risquant tout. La sonnette retentit à 9h30, aussi perçante qu'une sirène de pompiers dans la nuit. J'ai regardé par le Judas, c'était Francisca, ma mère, vêtue d'un vieux manteau beige à capuche, un parapluie humide à la main qui dégoulinait sur les marches, les yeux rougis par les larmes ou l'insomnie. Tara, ouvre-moi s'il te plaît, il pleut à verse. J'ai ouvert la porte, elle est entrée lentement, regardant le désordre, des cartons remplis d'affaires, des papiers éparpillés sur la table de la cuisine, du café froid dans une tasse fêlée. Tu fais tes valises? Oh, Sarah, qu'as-tu fait, ma pauvre? Elle s'assit sur le bord du canapé, s'essuya les mains avec un foulard brodé de Colombie, qu'elle transportait depuis 20 ans comme un talisman avec une croix et des initiales brodées. Jessica a avoué à Kyle cet après-midi. Elle volait de l'argent pour jouer, casino en ligne, roulettes, machines à sous sur des sites web. En 1 an et demi, elle a accumulé 25 000 $ de dettes, relevés bancaires, capture d'écran de Paris. Elle a peur de ta colère, elle dit que tu vas la détruire si tu apprends toute la vérité et que tu le dis à papa. Je lui ai versé du thé en ajoutant une cuillère de miel comme elle aime. Je me suis assise en face d'elle sur une chaise, tenant ma tasse à 2 mains. Maman, je connaissais les dates sur les chèques depuis le début. Mais papa a préféré croire sa parole plutôt que mes preuves, les impressions, les journaux de bord, les géolocalisations. Francisca poussa un profond soupir, son accent colombien s'accentuant sous l'effet de l'émotion, ses mots s'écoulant plus lentement. Il défend toujours les plus faibles, Donia. Jessica a montré les dettes, les factures des sites web, les relevés de cartes bancaires où des milliers de dollars ont été dépensés en Paris. Il a partiellement couvert ses dettes avec ses économies personnelles. Il t'a écarté pour qu'elle ne soit pas immédiatement démasquée et ne perde pas son emploi. Il pensait que le scandale s'éteindrait tranquillement, comme d'habitude. Mais maintenant, les clients partent en masse, le chiffre d'affaires chute de 10% en 3 jours, les entrepôts se vident. Ton père ne dort plus la nuit, il regarde les graphiques, sa tension monte à 190. Ses doigts serraient le mouchoir, ses articulations blanchissaient. Ne détruis pas la famille, Sarah. Jessica est malade, c'est une dépendance, comme l'alcoolisme de ton oncle Ramiro. Reviens, on va tout arranger comme avant. Un autre message est arrivé pendant que sa mère parlait. Le téléphone a vibré sur la table. C'était de Kyle Martin, cet analyste de 27 ans, au regard détendu et au sourire éternel. Sarah, excusez-moi s'il vous plaît. J'ai signé des faux documents sous la pression de Jessica pendant 1 an et demi. J'avais peur de perdre mon emploi, elle menaçait de se plaindre à mon père que je ne tenais pas les comptes. Vous aviez raison depuis le début, vos rapports sont irréprochables. J'ai lentement montré l'écran à ma mère. Elle a détourné les yeux en murmurant une prière. C'est un jeune homme, il a 27 ans, il a commis une erreur par peur. Ne lui en veux pas, Sarah, il n'est pas méchant. Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête en buvant une gorgée de thé. Ma mère est partie 1 heure plus tard, après m'avoir serrée dans ses bras comme quand j'étais petite. Pense à nous, ma fille. La famille, c'est tout ce qu'on a dans ce monde froid. La porte s'est refermée doucement, mais ma tête bourdonnait comme un essaim d'abeilles. Le lundi était gris avec un épais brouillard au-dessus des entrepôts d'Allentown qui glissaient sur l'asphalte comme un fantôme. Premier quart de travail chez l'INPRO. Harry l'accueillit personnellement dans le hall. Le bureau était moderne avec des baies vitrées allant du sol au plafond, une machine à café proposant 5 variétés, de l'espresso classique à l'exotique au baies d'açaï. Sarah, vous êtes ici la patronne depuis le premier jour. Ton équipe t'attend dans la salle de conférence. 8 personnes, 3 analystes, 2 logisticiens, 3 managers expérimentés. Le budget pour les achats est à ta discrétion, sans signature en haut. La première commande de Tom est déjà sur la table. C'est urgent. Il m'a conduit à mon bureau, au 3e étage, avec une vue panoramique sur l'immense entrepôt où des manutentionnaires en gilet déchargeaient des camions de béton et d'armature. Une table en chêne polie, un ordinateur avec 2 écrans 27 pouces, un classeur avec une clé dans le tiroir. L'équipe s'est réunie autour d'une table en verre. Des jeunes ambitieux, des expérimentés aux cheveux gris. Je vous présente Sarah Ramis, a annoncé Harry d'une voix forte. Elle va tripler nos livraisons en 6 mois car elle connaît le marché mieux que quiconque. Première tâche, répartir les commandes de Tom. Gruse Libère, générateur Caterpillar, outils de Walt, de toute urgence avant vendredi. J'ai organisé une réunion claire qui appelle les fournisseurs à Philadelphie, qui vérifie les prix des concurrents, qui signe et suit la logistique. La journée s'est écoulée dans un tourbillon d'appels, d'emails et de réunions rapides. Pour la première fois en 3 jours, j'ai souri sincèrement lorsque Harry a apporté des beignets de la boulangerie locale. Une tradition pour les nouveaux arrivants. Bienvenue.
Mais le soir, de retour chez moi dans le brouillard, les doutes m'ont envahi comme une avalanche, irrésistible comme une inondation. Les cartons étaient toujours dans le coin du salon, je n'en avais déballé aucun, car à quoi bon si demain tout s'écroulait à cause de mon choix. J'imaginais Jessica devant son ordinateur, la nuit, dans sa chambre, l'écran clignotant de machines à sous colorées, la roulette qui tourne, les paris qui passent de centaines à des milliers, le cœur qui bat à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline, les dettes qui s'accumulant comme la neige. Son père assis à son bureau, les graphiques chutent rapidement, la pression grimpe à 200, les comprimés contre l'hypertension sont éparpillés à côté de l'écran. Sa mère Francisca pleure dans la cuisine au-dessus d'une casserole, murmurant des prières en colombien, implorant la miséricorde de la Vierge Marie. Ai-je détruit ma famille par orgueil pour prouver que j'avais raison? Appel manqué de Vic, message vocal clignotant en rouge, Sar revient immédiatement. Sans toi, c'est la fin de Keystone. Les clients n'appellent plus, les banques font pression avec les crédits, les ventes ont chuté de 15%. J'ai effacé le message sans l'écouter jusqu'au bout, les doigts tremblants. Mon cœur me faisait mal, comme si de vieilles cicatrices se déchiraient après une blessure. Les clients me suivaient, oui, les contrats étaient signés, mais cela valait-il la peine de détruire tout ce qui m'avait soutenu pendant des années, depuis mon enfance? Le téléphone a sonné tard dans la nuit, à 22h30. Un numéro inconnu avec l'indicatif d'Allentown. Jessica. Sa voix tremblait, brisée par les sanglots. Sœur, papa va mal, sa tension est à 200, l'ambulance vient de passer. Dois-je lui avouer demain pour le casino et les faux billets ou me taire? Il se demande à voix haute pourquoi les clients partent en masse, il s'en veut. 2 semaines se sont écoulées depuis ce lundi où j'ai franchi le seuil de l'INPRO en tant que nouvelle directrice des achats. Le bureau au troisième étage est rapidement devenu mon avant-poste. Une table massive en chaîne sur laquelle sont soigneusement rangés les contrats, 2 écrans de 27 pouces où clignotent des graphiques verts de croissance, une fenêtre panoramique donnant sur les entrepôts en bas, là des manutentionnaires vêtus de gilets orange vif avec des numéros dans le dos s'affairent entre les camions, tels des fourmis dans une fourmilière, déchargeant des caisses de ferraille et des palettes de béton. La matinée commence à 7h30 pile par un briefing de l'équipe. 8 personnes s'assoient autour d'une table ronde dans la salle de conférence voisine. Le jeune Tim, diplômé d'une université de Philadelphie, les yeux brillants d'excitation et un bloc-notes à la main, le vétéran Joe, un homme corpulent d'une cinquantaine d'années aux mains rugueuses après 20 ans passés sur des grues, 2 logisticiens de Reading, Martha et Linda, qui apportent toujours du café de la machine, et 3 autres analystes. Écoutez attentivement, dis-je calmement en pointant mon pointeur laser vers l'écran du projecteur. Tom d'Allentown n'a pas seulement ajouté des grues Liebherr d'une capacité de 30 tonnes pour leur nouveau complexe à Ellisville, il a également ajouté des générateurs Caterpillar, 5 unités de 100 kW chacune, un contrat complet de 300 000 dollars avec une livraison urgente mercredi à 8 heures du matin. Nous contournons les embouteillages sur la route 22 par la sortie secondaire près de Reading. Joe, tu coordonnes les chauffeurs. Tim prend rapidement des notes en hochant la tête avec enthousiasme, ses doigts tremblant légèrement sous l'effet de l'excitation du débutant. Joe marmonne son approbation, cachant son sourire sous une épaisse barbe grise. Martha demande des informations sur les remises accordées par les fournisseurs. Sa voix est ferme, comme celle d'une personne qui a connu des centaines de retards. 2 autres clients se sont ajoutés cette semaine. Un entrepreneur de Reading, un Italien costaud nommé Mario, a commandé des armatures pour des entrepôts industriels, 150 000 par trimestre avec des livraisons mensuelles de 20 tonnes, et une entreprise d'Ellisville pour des outils électriques DeWalt destinés à un quartier résidentiel, 80 000 au départ avec une option de doublement. Harry Lindstrom, le propriétaire, un homme au visage rond, aux cheveux blonds et au regard chaleureux, arrive tous les jours à 10 heures avec un sac de beignets frais provenant de la boulangerie du coin, où le café sent les grains fraîchement torréfiés, comme chez lui en Colombie. Sarah, tu es formidable, ma fille, dit-il en posant les beignets sur la table et en buvant son café dans un thermos. Les chiffres des achats ont augmenté de 15% en une semaine grâce à tes anciens contacts avec les fournisseurs. Je pense à une augmentation de salaire de 20 000 dollars par an ou peut-être à te donner une part dans l'entreprise, 5 ou 10% si tu atteins un demi-million de chiffre d'affaires par trimestre. Je souris, je croque dans un beignet recouvert d'un glaçage filant. Harry, commençons par signer les contrats, puis nous examinerons les chiffres. Je connais ce marché comme ma poche. Les fournisseurs de Philadelphie accordent une remise de 8% pour un volume supérieur à 50 tonnes, les embouteillages sur la route 22 à 8 heures du matin. Nous les évitons en partant à 5 heures avec une réserve en cas de pluie ou de neige. L'équipe écoute attentivement car je ne suis pas un théoricien mais un praticien avec 12 ans d'expérience chez Keystone. Mais ce même Keystone se retrouve dans une situation désastreuse. D'après les rumeurs des clients qui m'appellent directement sur mon portable, le chiffre d'affaires a baissé de 25% en 2 semaines. Les entrepôts sont vides comme après une grande vente, 10 licenciements en une semaine, dont celui de Kyle Martin, un garçon apathique au regard détendu, que les auditeurs de Philadelphie ont acculé avec leurs questions. Les sous-traitants écrivent ouvertement dans les chats de groupe LinkedIn. Sans Sarah Aramis, c'est le chaos total chez Keystone. Les camions sont à l'arrêt. Nous passons à l'INPRO avec une réputation irréprochable. Les comptables de Keystone fouillaient dans les documents comme des taupes dans la terre fraîche après la pluie.
Ils n'ont pas trouvé les 500 000 faux documents dont j'avais parlé à mon père 3 semaines auparavant dans son bureau au troisième étage, mais 700 000 dollars en 1 an et demi de fraude systématique et impitoyable. D'échecs liés à des fournisseurs fictifs tels que Delta Supplies Inc. Avec des adresses fictives dans le Delaware où personne n'avait jamais entendu parler de telles entreprises, des signatures copiées à partir de mes modèles Word standard dans Photoshop, comme le montrent les pixels flous sur les bords, la légère inclinaison des lignes qui ne correspond pas à mon écriture et même l'heure à laquelle les fichiers ont été modifiés, le soir alors que j'étais en déplacement. Ma mère m'a appelé à 20 heures le septième jour, la voix fatiguée, avec un accent colombien plus prononcé que d'habitude à cause du stress, tremblante, comme si elle tenait le téléphone d'une main tremblante. Sarah, ma fille, les auditeurs du cabinet Deloitte de Philadelphie ont tout retourné comme de vieilles chaussettes après la lessive. Ils ont trouvé 12 autres fausses factures pour le dernier trimestre pour un montant de 250 000, plus une série de 200 000 pour l'avant-dernier trimestre et encore des petits chèques de l'été dernier de 10 à 15 000 chacun. Au total, 700 000 dollars en espèces, papa passe ses nuits avec ses piles de papier sous une vieille lampe à fumer alors qu'il avait arrêté il y a 10 ans. Puis une pause, un soupir lourd. Kyle n'a pas supporté la pression, a avoué aux auditeurs lundi soir dans la salle de conférence au premier étage. Il a dit que Jessica lui avait mis la pression pendant 1 an et demi sans interruption, venant à son bureau les yeux rougis. Signe ce chèque de 20 000, je te rembourserai avec les primes de l'entreprise. Je te donnerai 10% du montant en espèces. Il leur a donné les journaux d'accès complets au système comptable avec les eurodatages, les captures d'écran des conversations WhatsApp avec son numéro, les chèques provenant de l'adresse IP de l'appartement au-dessus du garage, où elle restait tard le soir avec son ordinateur portable. En échange de l'immunité contre les accusations de complicité, ils ont promis de ne pas la toucher car elle est un témoin utile pour le parquet, comme ils l'ont dit. J'étais assise dans la cuisine de mon appartement, au-dessus de la pharmacie à Allentown. Mon café refroidissait dans une tasse bleue avec l'inscription Meilleure acheteuse 2023. Mon cœur se serrait, mes doigts serraient involontairement le bord de la table. 1 heure plus tard, un message de Kyle a clignoté sur mon ancien numéro professionnel avec pour avatar une photo de lui en train de pêcher. Sarah, désolée pour toute cette merde depuis le début. Tu avais raison dès le premier jour quand tu as apporté les preuves. J'avais peur de perdre mon travail et j'ai cru à ces doux mensonges sur le temporaire. Je reviendrai. J'ai donné tous les témoignages, les journaux, les chats, tout jusqu'au dernier octet. Si tu peux, aide-moi d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas aller en prison pour 5 ans, ma famille m'attend. Je l'ai relu 3 fois mais je n'ai pas répondu. La trahison fait mal mais la vérité est désormais révélée. Les bookmakers ont définitivement achevé la famille, comme le dernier clou dans le cercueil. Les lettres de DraftKings et FanDuel ont afflué, le premier à l'adresse email professionnelle de Keystone mercredi à 11 heures. Cher Victor Ramis, votre fille. Jessica Ramis a une dette en souffrance de 25 000 dollars, plus 3 000 dollars de pénalité, pour des paris sur la NFL et les playoffs de la NBA depuis octobre dernier. Le deuxième a été envoyé directement à son domicile à Allentown, accompagné des relevés de sa carte Visa liés au compte de l'entreprise, où l'on pouvait voir chaque pari de 200 dollars par match. Comme l'a dit ensuite ma mère, mon père a immédiatement payé 5 000 dollars sur ses économies personnelles, l'argent qu'il avait mis de côté chaque mois depuis 1995 pour passer des vacances en Colombie avec ma mère, sur les plages dorées de Carthagène avec ses palmiers et sa brise salée. Pendant le dîner dans la cuisine, où maman servait des arepas traditionnels avec du fromage râpé et un café noir épais dont l'arôme emplissait toute la maison de la chaleur des souvenirs, un véritable scandale a éclaté à 20h30. Papa, le visage rouge, tapait du poing sur la table. Jessico, ma fille, qu'est-ce que c'est que ces paris sur les Eagles contre les Steelers dimanche dernier? Pourquoi y a-t-il 2000 dollars sur ta carte liée à l'entreprise? 25 000, ce n'est pas une blague, c'est du vol à l'entreprise que j'ai construite pendant 30 ans. Elle se mit à pleurer, les larmes coulaient sur ses joues et tombèrent dans son assiette. Sa voix se brisa en un cri. Espèce d'imbécile aveugle, tu ne croyais pas Sarah avec ses papiers et ses tableaux, et maintenant tu me crois? Je suis malade de tout ça, l'adrénaline me ronge, je ne peux pas m'arrêter. Elle attrapa son sac, les clés de la voiture garée dans l'allée, et s'enfuit en claquant la porte pour se rendre chez son amie à Reading, à 40 minutes de route. Le lendemain, maman raconta au téléphone, d'une voix à peine audible, Vic a crié pendant une demi-heure, sa voix s'est cassée, puis il s'est assis à table en silence, à regarder son assiette, sans manger. C'est la première fois en 30 ans de mariage, ma fille. La presse locale s'est emparée du scandale vendredi matin comme un feu de forêt dans la forêt sèche de Pennsylvanie. Le Morning Call d'Allentown a fait la une de son édition en ligne et imprimée. Scandale chez Keystone Material. La fille du propriétaire Victor Ramis a falsifié des documents pour un montant de 700 000 dollars au profit de casinos et de bookmakers. Photo de la façade du bâtiment administratif au troisième étage avec les lettres dorées V. Ramis Sons, parking vide avec une dizaine de places vides pour les voitures des employés où autrefois la foule s'agitait. Reportage sur WFMZ TV à 18 h en prime time. Une jeune journaliste en imperméable bleu se tient près de l'entrée principale sous une pluie fine, interrogeant des manutentionnaires en casque et gilet, leur visage fatigué. Avez-vous entendu parler des faux documents de Jessica Ramis? Les clients fuient en masse, les entrepôts sont vides.
L'un d'eux, barbu, hoche la tête d'un air sombre. Oui, c'est le chaos, nous attendons notre salaire. Les réseaux sociaux ont explosé avec le hashtag Keystone Scandal ou des scandales Keystone. Des messages de Tom d'Allentown. Je vais chez Sarah Ramis à l'INPRO, c'est fiable, sans drame familial ni contrefaçon, je recommande. Les concurrents republient avec des émoticônes requins. Mon père, ne supportant plus la pression des appels, a organisé une conférence de presse à midi dans le hall du bureau avec 20 journalistes, des caméras et des micros. Debout derrière le pupitre, transpirant à grosses gouttes, butant sur chaque mot, les mains agrippées au bord de la table, ce sont des problèmes internes, des traîtres dans l'équipe. Nous allons tout régler rapidement, les clients reviendront dans une semaine. Les journalistes le harcelaient comme des requins sanguinaires. Et votre fille Jessica? Le casino. Les faux billets pour 700 000 $. Quand allez-vous licencier Kyle? Il rougit jusqu'à la racine de ses cheveux gris, marmonna, je ne ferai aucun commentaire personnel et s'éloigna sous les clics des appareils photo, les sifflements et les cris. Les clients changeaient publiquement de camp. Harry m'a envoyé une capture d'écran de l'email de Mario. Nous transférons 3 contrats pour des grues et des générateurs à Sarah Ramis. Le scandale effraie nos investisseurs new-yorkais. La banque a appelé papa à 16 heures pile. La voix du directeur était froide comme l'acier. Monsieur Ramis payait immédiatement le crédit en souffrance du mois dernier, sinon la procédure de faillite sera lancée demain matin au tribunal d'Allentown. Sans hésiter, papa s'est assis dans son vieux Ford Explorer de 2008, dont la plaque d'immatriculation était fissurée par un caillou sur l'autoroute, et s'est rendu directement à l'INPRO 25 minutes après 22 heures. Harry a frappé à ma porte à 4h30. Sarah, ton père est dans le hall en bas, il te demande de descendre immédiatement. Il a mauvaise mine, on dirait un fantôme après la tempête. Je suis descendue lentement, le cœur battant comme un marteau dans ma poitrine. Il se tenait près de la machine à café, les cheveux ébouriffés comme après une nuit blanche, les yeux rougis par les larmes ou l'insomnie, le costume froissé après plusieurs jours sans lavage, la cravate grise mal nouée. Il tenait un gobelet en papier rempli d'espresso entre ses mains tremblantes, les doigts blancs de tension. Sarah, ma fille, allons-nous dans ton bureau? Nous devons parler en privé, sérieusement, sans témoin. J'ai acquiescé en silence, nous avons monté les escaliers. La porte s'est refermée avec un léger clic. Il s'assit lourdement sur la chaise réservée aux invités, comme un sac de ciment, et expira bruyamment. Jessica nous a tous trompés, y compris moi. La police nous interroge déjà sur les détails de la fraude, mais la presse s'empare de chaque numéro, la banque nous étouffe avec des crédits à 20% par an avec garantie. Tu es mon soutien depuis 12 ans sans interruption, tes clients. Les entrepôts sont complètement vides, 10 licenciements, un chiffre d'affaires en baisse de 25%. La fin de Keystone est proche, comme un mur de béton revient, ma fille. Je me suis levée, j'ai ouvert l'armoire métallique dans le coin, j'ai sorti un gros dossier avec des preuves, des impressions de dates de chèques qui ne correspondent pas à mon calendrier de voyage, des captures d'écran de géolocalisation des hôtels Hilton, des journaux d'accès à partir de son IP, des billets d'avion imprimés. J'ai posé la pile sur la table devant lui. Papa, voici ce que je t'ai apporté il y a 3 semaines dans ton bureau. Les dates ne correspondent pas, l'adresse IP de son appartement, les signatures sont fausses au niveau des pixels. Tu as préféré ces larmes à mes paroles. Je pensais que tu me supplierais, mais non, je suis là avec de nouveaux contrats. Il feuilletait le dossier avec des doigts tremblants, les yeux écarquillés de choc, les larmes coulant sur ses joues ridées. Sa voix s'est brisée dans un râle. J'étais aveugle, ma fille. Je défendais la plus faible. Je te promets, quand tu reviendras, tu changeras tout, Jessica partira pour toujours, Kyle sera renvoyé. Je regardais longuement mon père, brisé, mais vivant. Je vais y réfléchir jusqu'à demain, dis-je brièvement. Il se leva lentement et me serra fort dans ses bras pour la première fois depuis de nombreuses années. Il sentait le café, la sueur et le désespoir. La porte s'est refermée doucement derrière lui. Le soir, à la maison, un email de la police d'Allentown clignotait en rouge sur l'écran, convocation officielle de Sarah Ramis en tant que témoin et victime principale. Interrogatoire demain à 10 heures du matin. Affaire au titre de l'article 358 du Code pénal de Pennsylvanie, falsification de documents officiels. À peine avais-je fini de lire que Harry entra sans frapper, une tasse de café à la main. Sarah, écoute mon idée. Nous fusionnons Lindpro et Keystone, nous l'achetons aux enchères pour une bouchée de pain, 40% du prix du marché. Tu connais tous les clients, les gens, tu deviendras copropriétaire à parts égales, prête à prendre le risque? Le matin était froid comme l'acier. Je me suis réveillée à 6 heures, même si le réveil n'avait pas sonné. Mon cœur battait si fort que le sommeil s'était enfui. L'interrogatoire à la police d'Allentown était prévu à 10 heures du matin. J'ai relu 3 fois l'email contenant la convocation pendant la nuit. Convocation officielle de Sarah Ramis en tant que témoin et victime principale, affaire numéro 358 du Code pénal de Pennsylvanie, falsification de documents officiels. Elle enfila son tailleur gris, celui-là même qu'elle portait lors des difficiles négociations à Keystone lorsqu'il fallait garder la face. Elle prit le dossier contenant les preuves, impressions, captures d'écran, journaux, et prit la route 22 où le brouillard recouvrait l'asphalte comme un fantôme du passé. J'ai été accueillie par le détective Marquez, un homme corpulent d'une quarantaine d'années, avec une moustache grisonnante et des yeux bruns fatigués, les bras croisés sur la poitrine. Madame Ramis?
Suivez-moi, s'il vous plaît, a-t-il dit d'un bref signe de tête, la voix rauque à cause des cigarettes du matin. La salle d'interrogatoire était petite, d'environ 10 mètres carrés, une table en métal, deux chaises à la peinture écaillée, un miroir au mur, sans doute à sens unique, derrière lequel quelqu'un observait Scylla, les mains sur la table, le dos droit, comme on l'avait appris lors des négociations avec des clients difficiles. Marquez ouvrit son ordinateur portable, alluma le dictaphone, le voyant rouge clignota. Commençons par le début officiellement. Vous avez travaillé chez Keystone Materials pendant 12 ans en tant que directrice des achats, n'est-ce pas? Quand avez-vous remarqué les faux pour la première fois? Je lui ai tout raconté sans omettre aucun détail. Comment, il y a 3 mois, en septembre, j'avais vu un chèque de 20 000 $ de Delta Supplies qui n'existe pas dans la base de données des fournisseurs. Comment j'avais vérifié les dates sur le bon de livraison. J'étais à Pittsburgh pour une conférence sur la logistique et que ma signature figurait sur le document. Comment j'avais rassemblé les journaux d'accès au système à partir de l'adresse IP de l'appartement de Jessica au-dessus du garage. Comment j'avais apporté une pile de preuves à mon père dans son bureau au 3e étage. Et lui, voyant les larmes de sa fille cadette, a choisi sa version plutôt que mes tableaux. Marquez prenait rapidement des notes, hochait la tête, demandait des détails sur les heures, les lieux, les montants. Votre sœur Jessica Ramis l'a partiellement reconnue sous la pression des auditeurs et de l'avocat Kyle Martin a témoigné en échange de l'immunité contre les accusations de complicité sous la contrainte. Êtes-vous prête à intenter une action civile contre votre sœur en tant que partie lésée? J'ai hésité, mes doigts serrant le bord de la table. Intenter un procès, c'est envoyer Jessica en prison pour 5 ans pour falsification de documents, détruire définitivement la famille. Ne pas le faire, c'est lui permettre d'échapper à toute responsabilité, mais elle restera dans la famille. Je vais y réfléchir jusqu'à demain, répondis-je doucement d'une voix à peine audible. Marquez se leva et ouvrit la porte du couloir de sa main massive. Là, dans la pièce d'en face, à travers la vitre, j'aperçus Jessica. Elle était assise à une table, menottée, le visage en larmes, les cheveux ébouriffés comme après une nuit blanche, les yeux rouges, les lèvres tremblantes. Le détective a vu mon regard et a fermé la porte. Votre sœur a été arrêtée provisoirement hier. Le procès est prévu pour après-demain, la caution est de 21 000 $. Kyle Martin a obtenu l'immunité en tant que complice, ayant agi sous la pression psychologique et la menace de perdre son emploi, et il témoigne en détail contre elle pour les 700 000 faux billets. Je vous recommande de réfléchir sérieusement à une action en justice. Vous avez perdu la réputation de 12 ans, votre travail, la santé de votre père. Je suis sortie du bureau à midi, la tête me tournait comme après un coup, le brouillard s'était dissipé, le soleil perçait à travers les nuages, mais j'avais froid dans la poitrine. Le téléphone a sonné de manière stridente. Harry, son numéro s'affichait à l'écran. Sarah, comment s'est passé l'interrogatoire? Tout va bien. Écoute, viens au bureau de toute urgence à 14 heures. Nous avons une conversation importante à avoir sur l'avenir de l'entreprise. L'Indpro bourdonnait comme une ruche en effervescence. Dans la grande salle de conférence au premier étage, Harry attendait à la tête de la table Tom d'Allentown, un homme costaud vêtu d'un jean délavé et d'une chemise à carreaux en flanelle, Mario de Reading, un Italien aux sourcils noirs et épais, et Jake Delisville, un jeune entrepreneur en veste de sport. Des papiers, un ordinateur portable avec des tableaux Excel et des gobelets de café étaient éparpillés sur la table. Sarah, assieds-toi ici, dit Harry en désignant la chaise à côté de lui. Tom a une proposition sérieuse à nous faire à tous. Tom se pencha en avant, les mains sur la table, le regard droit. Écoute, Sarah, Keystone est officiellement en faillite après la décision du tribunal hier. La banque a annoncé une vente aux enchères des actifs le 23 novembre après-demain à 10 heures du matin au tribunal d'Allentown. Le prix de départ est de 40% de la valeur marchande selon l'expertise, soit environ 205 000 $ pour l'ensemble, deux entrepôts de 2000 mètres carrés chacun, 5 camions, du matériel, une base de données de 300 contacts. Harry dit que tu connais personnellement la plupart des gens là-bas, les entrepreneurs, les fournisseurs. Achetons ensemble, toi, Harry, nous trois en tant qu'entrepreneurs investisseurs. Fusionnons avec l'Inpro, devenons le plus grand acteur du marché des matériaux de construction de Pennsylvanie dans 7 États. Harry acquiesça d'un signe de tête et me tendit le dossier. Sarah, je te propose officiellement un partenariat. 10% des actions de l'Indpro dès maintenant en prime pour tes résultats de 2 semaines, plus 15% des actions de la nouvelle société fusionnée après l'achat de Keystone aux enchères. Tu connais personnellement les clients, les contrats, les fournisseurs, les employés des entrepôts. Sans toi, la vente aux enchères est vouée à l'échec. Les concurrents achèteront et détruiront. Es-tu prête à prendre le risque? Nous investissons à parts égales. J'ai regardé les tableaux financiers détaillés. 205 000 $ de prise initiale, 25% des actions de la nouvelle grande société pour tout l'État, le contrôle du marché de Philadelphie à Pittsburgh. Mais la voix de mon père résonnait dans ma tête depuis notre conversation de la veille. La fin de Keystone est proche, ma fille. 30 ans vont partir en fumée. Donnez-moi un jour pour réfléchir, ai-je dit en fermant lentement le dossier. Je vous donnerai ma réponse définitive demain.
Le soir, alors que j'étais assise chez moi avec une tasse de thé froid, ma mère m'a appelée, la voix tremblante. Donna Sarah rentre immédiatement à la maison, rue Maple. Réunion de famille, tout le monde t'attend, y compris Jessica. Elle a été libérée sous caution. Nous devons parler en famille avant qu'il ne soit trop tard. La maison d'Allentown, où j'ai grandi parmi les outils de menuiserie et l'odeur du bois frais, semblait calme dans la lumière du soir. Je suis entrée par la vieille porte en chêne. Dans le salon, mon père était assis sur le canapé en cuir, la tête baissée, ma mère tenait un mouchoir dans ses mains, Jessica était assise à côté, les yeux baissés, vêtue d'un pull gris, et Kyle était assis sur une chaise près de la fenêtre, tournant nerveusement ses doigts. L'atmosphère était lourde comme avant un orage d'été, lorsque l'air est chargé de tension. Papa se leva lentement, le visage amaigri en une semaine. Sarah, ma fille, assire-toi dans le fauteuil. Nous devons parler en famille, ouvertement, sans plus de mensonges. Je m'assis dans le vieux fauteuil en face de la cheminée où je me réchauffais les mains en hiver. Jessica se mit immédiatement à pleurer, les larmes coulant sur ses joues, la voix brisée. Sœur Sarah, pardonne-moi du fond du cœur. J'ai tout gâché de mes propres mains, les 30 années de travail de papa. Les casinos, les bookmakers, les dettes de 25 000 dollars, Kyle m'aidait à signer pour 10% de chaque somme d'argent volée. Je faisais pression sur lui mois après mois, il avait peur de perdre le seul emploi où on l'avait embauché. La police dit que je risque 5 ans de prison à régime strict si tu portes plainte en tant que victime. Pardonne-moi, je ne savais pas comment m'arrêter. L'adrénaline des paris est meilleure que n'importe quelle drogue. Kyle se leva de son fauteuil, s'approcha, les mains tremblantes. Sarah, j'ai fait une déposition complète au détective Marquez en échange d'une immunité officielle contre les poursuites fédérales. Je lui ai montré les journaux, les chats, tout. Je renonce officiellement à mes 2% d'actions de Keystone que papa m'a données il y a 1 an pour mon bon travail. Prends-les comme compensation pour tout ce que tu as enduré à cause de nous. Je te demande sincèrement pardon. Papa a pris la parole, la voix rauque à cause du tabac et des larmes. Ma fille Sarah, je suis entièrement responsable de tout. J'ai protégé ma fille la plus faible, je n'ai pas écouté tes preuves, moi avec les dates et les adresses IP. Keystone fera officiellement faillite après-demain, vente aux enchères des actifs au tribunal. Si tu ne sauves pas l'entreprise grâce à tes relations et à ta réputation, tout ce que j'ai construit à partir de rien pendant 30 ans partira en fumée pour quelques centimes. Je suis prêt à quitter mon poste de propriétaire si cela est nécessaire pour que justice soit faite. Je ne serai plus le patron, mais je resterai à tes côtés en tant que consultant, si tu me le permets. Maman pleurait doucement dans son mouchoir, les épaules tremblantes. Sarah, ma fille, ne détruis pas définitivement la famille à cause de ta fierté. Jessica est vraiment dépendante. Elle a besoin d'une réadaptation professionnelle dans une clinique, pas d'une cellule de prison pour 5 ans. Ne livre pas ta sœur au système, sauve-la. Je les ai tous regardés longuement. Mon père brisé, qui avait vieilli de 10 ans en une semaine, ma mère qui pleurait dans son mouchoir, Jessica prisonnière de sa propre dépendance, Kyle qui cachait ses yeux de honte. La colère me brûlait la poitrine comme une épine acérée, mais quelque chose d'autre palpitait aussi. Les souvenirs chaleureux de mon enfance, quand papa m'apprenait à compter sur des bâtonnets en bois dans l'entrepôt le samedi, quand maman préparait de délicieuses arepas au fromage le dimanche, quand Jessica m'aidait à faire mes devoirs de maths à l'école. Écoutez tous attentivement, dis-je fermement en me redressant. Je vais sauver Keystone, mais uniquement à mes conditions, sans compromis. Harry Lindstrom et moi achèterons la société aux enchères après-demain, nous la fusionnerons avec Lindpro. La nouvelle société fusionnée s'appellera Lind Keystone Logistics. Statut, tu n'es plus le propriétaire ni le grand patron, mais tu seras consultant honoraire grâce à tes 30 ans d'expérience. Ta connaissance du marché est précieuse pour les jeunes. Maman Francisca, tu diriges le bureau et l'administration. Comme tu en as toujours rêvé, Jessica, tu pars en rééducation dans une clinique spécialisée à Philadelphie pour 6 mois. Je paierai personnellement les 30 000 dollars que coûte le traitement. Kyle, j'accepte tes 2% d'action en compensation. Mais je ne porterai pas plainte contre Jessica, je laisserai le tribunal décider sans mon intervention, ce qui est juste. Papa s'est mis à pleurer, s'est approché et m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis de nombreuses années. Merci, ma fille. Je ne suis plus ton patron, mais à tes côtés, je me sens revivre. La vente aux enchères du 23 novembre s'est déroulée rapidement et dans une atmosphère tendue. Harry, Tom, Mario, Jake et moi sommes arrivés au tribunal de district d'Allentown à 9h45. La salle d'audience était pleine, il n'y avait pas beaucoup de concurrents, juste 2 petites entreprises de Reading et d'Ellisville, mais elles avaient clairement peur du scandale autour de Keystone et des faux documents. Le commissaire-priseur, un juge à lunettes, a annoncé les conditions. Prix de départ de 205 000 dollars, enchère par tranche de 10 000 dollars, paiement immédiat. Harry a levé la main avec assurance, 210 000 dollars en espèces. Pause. Les concurrents se sont regardés sans lever la main. Vendu à la société Linpro Incorporated, a annoncé le commissaire-priseur en frappant avec son marteau. Nous avons remporté Keystone pour 42% de sa valeur marchande estimée grâce à mes relations personnelles. 20 clients ont écrit des lettres officielles à la banque pour soutenir ma candidature et la banque, sous pression, a spécialement baissé le prix de départ. Le même jour, Kyle a signé devant notaire les documents de transfert gratuit de ses 2% d'actions de Keystone, à mon nom, à titre de compensation morale pour ses années de complicité dans la fraude.
La semaine suivante, la fusion juridique a commencé. Une équipe d'avocats d'affaires de Philadelphie a créé une nouvelle société, Lind Keystone Logistics Incorporated, dont Harry Lindstrom détient 50% des actions, moi, Sarah Ramis, 25%, Tom 10%, Mario 10%, Kyle 2% et moi 2%. Les 3% restants à de petits investisseurs. Papa Victor Ramis est devenu officiellement conseiller honoraire en matière d'expérience du marché. Le salaire est modeste, 80 000 dollars par an, mais il bénéficie du respect de ses collègues et clients. Maman Francesca a pris le poste de directrice générale, elle gère toute l'administration des deux bâtiments fusionnés. Jessica est partie à mes frais dans une clinique de rééducation New Horizons à Philadelphie pour un traitement complet de 6 mois. J'ai payé 30 000 dollars d'avance, elle appelle tous les jeudis, pleure, remercie, raconte les séances de groupe. La réconciliation avec la famille s'est faite lentement, comme le printemps après un hiver rigoureux. Papa entre dans mon nouveau bureau spacieux au quatrième étage du bâtiment principal avec une vue panoramique sur les deux gigantesques entrepôts Keystone et Lindpro où les camions circulent sans arrêt, les dockers déchargent les grues Liber et les générateurs Caterpillar et dit doucement ma fille Sarah, merci beaucoup. Je ne suis plus le patron de mes employés, mais avec toi à mes côtés, je me sens à nouveau vivant et utile. Tu as accompli ce que je n'ai pas pu faire en 30 ans de travail solitaire. Tu t'es associé à des partenaires plus puissants. Et puis un contrat important a été signé. Un projet gouvernemental fédéral pour la construction d'infrastructures en Pennsylvanie, dans l'Ohio et en Virginie occidentale, une livraison à grande échelle de matériaux de construction pour un montant total de 300 millions de dollars sur 3 ans. Le contractant de Washington, la société of Federal Build Consortium, m'a appelé personnellement mercredi. Madame Sarah Ramis, nous avons beaucoup entendu parler de votre réputation irréprochable sur le marché et de votre honnêteté, même dans le scandale. Nous voulons travailler avec vous sur un grand projet. Le contrat a été officiellement signé en décembre à Washington. Lind Keystone s'est hissé à la première place parmi les fournisseurs de la région. Je suis maintenant assise dans mon nouveau bureau avec des fenêtres panoramiques. Je regarde en bas les deux immenses entrepôts réunis où les camions circulent sans arrêt sous la direction de Joe, le vétéran, les dockers en gilet fluorescent déchargent des palettes de béton, des grues de 30 tonnes, des générateurs de 100 kilowatts. Sur la table se trouve un contrat de 300 millions à côté d'une photo de famille. Nous sommes tous ensemble à l'inauguration de la nouvelle entreprise le mois dernier. Papa entre silencieusement avec 2 tasses de café parfumé, s'assoit en face de moi dans le fauteuil réservé aux visiteurs. Ma fille, tu as accompli l'impossible, ce que je n'ai pas réussi à faire en 30 ans de lutte solitaire. Tu t'es associée aux bonnes personnes, tu as résisté à la pression, tu n'as pas abandonné ta famille dans le besoin. Je te remercie du fond du cœur de ne pas avoir tourné le dos à ton vieux père aveugle. Je souris en buvant mon café chaud. Papa, maintenant, nous sommes tous ensemble, comme une équipe. Tu n'es plus le seul patron, je ne suis plus une combattante solitaire. La famille et l'entreprise sont unies comme il se doit. Il hoche la tête, les yeux humides de larmes de bonheur. Il se lève lentement, sort et ferme doucement la porte. Soudain, le téléphone sur la table sonne bruyamment. Un numéro inconnu avec l'indicatif fédéral de Washington s'affiche à l'écran. Je décroche. Sarah Ramis à l'appareil, Lynn Keystone Logistics. Une voix masculine, calme, officielle. Bonjour, Madame Ramis. Nous vous félicitons officiellement pour la réussite de votre premier contrat fédéral de 300 millions. Je vous appelle au nom d'un consortium gouvernemental. Mais nous avons une autre proposition confidentielle pour votre entreprise. Un projet public de grande envergure dans le Midwest, 6 États, la fourniture de matériaux pour un montant d'1 milliard de dollars sur 5 ans. Pouvons-nous nous rencontrer en personne à Washington la semaine prochaine pour discuter des détails? Je regarde par la fenêtre les entrepôts où tout a commencé à partir de zéro, où mon père a démarré il y a 30 ans avec un petit entrepôt de matériaux de menuiserie. Nous nous verrons sans faute, dis-je fermement.